deux nouvelles joueuses, enfin, pas tout à fait, parce que si vous avez suivi un petit peu l'histoire, une joueuse avait déjà remplacé une autre sur le premier webinaire. Donc aujourd'hui, j'accueille Marion, Marion qui était déjà intervenue sur le premier webinaire, Marion Almoz, et puis Chloé Aura. Donc on va leur laisser la parole sur la présentation. On va aborder le thème du départ à l'étranger. Donc on a préparé ça sur différentes thématiques comme d'habitude. Et puis je vous laisserai, soit vous individuellement, reposer des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, parce qu'on va essayer de balayer pas mal de thématiques, mais en 1 heure, on n'abordera pas tout. Donc n'hésitez pas à la fin à reposer vos questions, parce que effectivement, le départ à l'étranger et jouer dans un championnat étranger, ça nécessite quelques connaissances, et puis on va se servir de l'expérience de Marion et de Chloé pour aborder et essayer de répondre aux questions sur cette thématique-là. Donc, je vais leur laisser la parole. Vous n'êtes pas sans savoir que Marion, c'est la capitaine de l'équipe de France depuis de nombreuses années. C'est la deuxième joueuse à l'heure actuelle qui possède le plus de sélections dans l'histoire de toutes les joueuses de l'équipe de France. Donc effectivement, c'est une joueuse très importante pour l'équipe. Et puis, comme Chloé aussi, Chloé est une pionnière des départs à l'étranger, parce que c'est la première joueuse à évoluer aux États-Unis et puis dans un championnat prestigieux. Donc, elle va vous expliquer tout ça. Mais je vais leur laisser la parole pour la présentation plus précise de leur parcours. Très bien. Je commence, Chloé? Ouais, vas-y. Okay, donc bonjour à toutes déjà. Comme l'a dit Greg, donc, je participe à mon deuxième webinaire ce soir. Donc, je vais me présenter. Donc, Marion, j'ai 30 ans. J'ai commencé le hockey à l'âge de 4 ans au club de Chambéry. J'ai évolué jusqu'en mixité jusqu'à mes 19 ans. Et en 2008, donc, j'ai intégré le pôle France féminin, donc, qui était à Chambéry, où j'ai joué presque 4 saisons, parce qu'au milieu de ma 4e saison, je suis partie donc, au Canada, au Carabin de l'Université de Montréal, donc, où j'ai joué 4 ans et demi. Durant ces 4 ans, j'ai notamment obtenu 2 titres de championne canadienne universitaire. Ensuite, j'ai intégré la CWHL, donc la Ligue canadienne qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai également gagné la Coupe Clarkson durant ces 2 saisons en 2017. Et depuis maintenant 2 ans, j'évolue au club de Modo, donc dans la Ligue suédoise, donc la première ligue suédoise qui se nomme la SDHL. Sinon, ma carrière en équipe de France, donc j'ai fait ma première sélection en 2005 maintenant, donc ça remonte un petit moment. Et comme l'a dit Greg, j'ai 230 sélections à ce jour avec l'équipe de France. Donc voilà mon parcours rapide. Donc avec Chloé, j'espère qu'on va déjà répondre à l'ensemble de vos questions, et on va essayer de partager au maximum notre expérience. Puis comme l'a dit Greg, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les formuler sur le chat. Je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà. Chloé, vas-y. Bonjour à toutes. Donc moi, c'est Chloé. J'ai 21 ans. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. J'ai commencé à patiner. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai joué avec les garçons à Villard-de-Lans. Ensuite, je suis partie en high school dans le Vermont. Ensuite, j'ai passé 4 ans à Vermont. Et après ces 4 ans, je suis partie à Northeastern University dans Boston. Et depuis ce jour-là, je joue à Northeastern. C'est ma 2e année. Quand on va faire la rentrée, il me restera 2 ans. Puis c'est tout. Depuis que je suis à Northeastern, j'ai fait 2 ans à Northeastern, on a fait 2 titres.
l'équipe de France, je dois être à 150, 160. Mais ça doit être tout. Est-ce que j'oublie quelque chose? En fait, pendant un petit moment, je ne sais pas si pour toi, Marion, ça a coupé aussi. Ouais, non, je ne l'ai pas entendu. Ah, ça a Euh, coupé? ouais, est-ce que tu peux reprendre la partie équipe de France, s'il te plaît? Ah, Mon premier mondial en U18, il était à 14 ans. Et avec l'équipe de France senior, je dois être à 160 sélections, quelque part par là. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions, parce que c'est vrai que partir jeune, c'est dur. Avec l'expérience que j'ai, je pense que je vais pouvoir répondre à 2-3 questions pour les plus jeunes. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. ça marche. Merci, Chloé. Et puis, c'est vrai que Chloé est à l'heure actuelle aux États-Unis, donc peut-être que c'est ça aussi qui fait les problèmes de connexion, comme on a eu la semaine dernière aussi avec Caro, mais on essaiera de capter les moments. Et puis peut-être, Chloé, je te demanderai de répéter si ça coupe. Ouais, ça marche. Et puis voilà, on va faire comme ça. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est vous avez compris, les deux joueuses, Marion et Chloé, là, qui vont répondre aux questions, ont 10 ans d'écart. Donc, c'est aussi bien pour vous de savoir le lien qu'il peut y avoir là-dedans et les différences aussi entre les deux parcours. Effectivement, il y a quelque chose aussi assez inédit entre les deux joueuses, c'est que en fait, vous êtes rentrés au même âge en équipe de France, puisque, Ouais, euh, je savais même pas. puisque, puisque entre 2005 et puis 2015, Chloé, toi, ton premier mondial, c'était en 2015. Je parle en senior. Effectivement, ça veut dire que vous êtes rentrés au même âge en équipe de France senior. Donc effectivement, le thème du départ à l'étranger, moi dans un premier temps, j'ai envie de vous poser la question de pourquoi. Euh, Pourquoi vous avez décidé de tenter l'aventure à l'étranger en fonction du contexte du moment, de votre âge, peut-être parler aussi des études. Voilà, c'était quoi votre objectif en voulant partir à l'étranger? Donc Marion, je t'en prie. Bah, moi, quand j'ai pris la décision de partir, ça faisait maintenant déjà 3 ans que j'évoluais au pôle et c'est vrai que c'était une idée qui me trottait dans la tête de me dire, bah, si tu as envie d'aller relever un nouveau défi, de vraiment me challenger, d'aller chercher un niveau plus élevé. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir cette idée de partir à l'étranger. Et puis, ben, j'ai eu une première offre donc durant l'été qui ne s'est pas concrétisée puisque j'ai manqué mon test d'anglais. Et puis finalement, j'ai eu une deuxième offre courant décembre donc pour aller jouer à l'université de Montréal. Donc, j'ai saisi tout de suite cette opportunité. Pour moi, c'était vraiment intéressant de pouvoir en plus combiner à la fois le hockey et mes études. Donc, durant ces années, j'ai aussi obtenu une licence en criminologie d'ailleurs. Et puis, ben, une fois que ces années universitaires se sont terminées, ben, voilà, c'était de penser qu'est-ce que je vais faire par la suite. Bon, bah, je connaissais, j'avais pu voir la Ligue canadienne, donc les joueuses évoluaient dans cette ligue-là. Je savais que le championnat était vraiment intéressant en termes de rivalité, d'intensité et du niveau des joueuses. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas encore un nouveau défi. Donc, je me suis inscrite donc, à la draft pour la CWHL. Donc, j'ai évolué pendant 2 ans. Et puis ensuite, moi, c'était j'avais un temps de jeu qui n'était pas assez élevé à mon goût, même si j'ai beaucoup appris pendant ces 2 ans de voir des joueuses, leur façon de s'entraîner, vraiment une culture du hockey différente de celle qu'on a en France. Et puis, je me suis dit, bah voilà, tenter une autre expérience. C'est pour ça que je me suis orientée par la suite vers la Suède. Donc,
voilà, en gros, ce qui m'a motivée, moi, à partir à l'étranger, c'était vraiment découvrir quelque chose de nouveau et puis surtout d'aller vers un niveau plus élevé et de voilà, me challenger, moi, individuellement. Merci Marion. Et toi, Chloé, on a compris dans ta présentation que c'était un départ plus jeune, puisque tu es parti avant le bac en France. D'ailleurs, c'est un diplôme que tu n'as pas, il me semble. Non. Est-ce que tu pourras aborder aussi à travers cette question-là, mais d'abord, la même question, pourquoi partir à l'étranger pour toi? Alors moi, je suis partie beaucoup plus jeune que Marion. Je suis partie à l'âge de 14 ans. Comme Marion l'a dit, j'avais envie d'apprendre des choses, d'avoir une nouvelle expérience. Je suis aussi partie très jeune parce que je voulais plus apprendre l'anglais avant d'arriver à l'université. Ma grosse idée pour partir à l'étranger, c'était vraiment l'université. Mais c'est vrai que j'ai été contactée vraiment jeune et qu'au début, j'avais vraiment peur de partir parce que l'anglais, comme on le sait tous, en France, on l'apprend pas vraiment. Du coup, c'est vrai que je voulais pas trop partir. Mais je me suis dit que c'était une nouvelle porte et qu'avant l'université, j'ai fait 4 ans en high school. Donc, ces 4 ans, c'était vraiment pour me préparer à l'université, pour apprendre l'anglais, pour pratiquer mes tests, parce qu'avant l'université, il faut passer des tests. Je pense qu'on va en parler après. Je crois que c'est le 3e thème, c'est ça? Mhm. Donc, il y a des tests à passer avant l'université. Donc, c'est vrai qu'en partant très jeune, je voulais m'habituer à la culture américaine, comment la high school se passait. Donc moi, quand je suis partie en high school, en fait, j'ai pas joué au hockey toute l'année, donc j'ai pas joué de septembre en mars ou avril. Chloé, juste pour que tout le monde comprenne, c'est quoi exactement le high school? Euh, Niveau français, c'est 6e, 5e, 4e à peu près, ou même juste avant. Mais parce que l'université, c'est vraiment niveau bac à peu près. Mhm. Du coup, c'est plus de 14 à 18, 19 ans. Mhm. Et du coup, on fait un sport 3 saisons. Donc, en fait, moi, j'ai fait du foot la première saison, du hockey la deuxième et du tennis la troisième. Mais après, on peut jouer du hockey dans d'autres saisons on peut jouer pendant l'été et on peut aussi jouer pendant la première saison en plus du foot. Euh, Alors, quand tu dis saison, c'est vraiment pas la saison sportive, mais la saison d'un point de vue du climat. ouais, Pour que c'est un peu en en gros, automne, mais c'est les 3 premiers mois de l'année, c'est un sport, les 3 mois suivants ou 4 mois suivants, c'est un autre, et puis la même chose par trimestre, en fait, si vous préférez. c'est ça. On a des trimestres, on fait un sport par trimestre. Et c'est vrai qu'au début, ma première année, j'étais pas habituée. On m'a dit de mettre des crampons, de jouer au foot, mais je savais pas. Mais c'est vrai que quand on y pense, des fois, le hockey, la saison est vraiment longue et on a besoin d'un break. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait du bien. Euh, donc, je pense que je suis partie pour l'expérience. Et en partant jeune, j'ai bien appris l'anglais. J'étais prête pour l'université. Le break du hockey, ça m'a aussi fait du bien. Mais c'est ça, j'ai pris ma chance et j'ai surmonté ma peur en me disant que j'allais apprendre et que même si je partais très jeune, ma famille allait me manquer, mais l'expérience allait quand même me pousser à faire mes rêves et voilà. Et tu as réussi. Oui, pour l'instant, Une j'ai partie. réussi. Effectivement, ça, c'était important de connaître les motivations, vos motivations, Marion et Chloé, parce que euh, c'est forcément aller chercher un niveau de jeu plus fort, une adversité plus forte, découvrir une nouvelle culture. Mais ça nécessite des étapes de développement, des étapes de démarche.
Chloé a commencé à parler de la langue, parce que forcément, quand on veut partir au Canada, il y a une partie francophone du Canada, mais il y a surtout une partie anglophone. Et puis aux États-Unis, c'est que l'anglais. Et même dans d'autres pays européens, c'est beaucoup l'anglais. Qu'est-ce que toi, Chloé, tu as envie de nous dire par rapport à justement l'anglais? Donc, tu en as un petit peu parlé d'être parti jeune justement pour t'acclimater à l'anglais, mais qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus sur le côté justement de devoir parler anglais et de devoir faire des cours en anglais et puis bien sûr de devoir comprendre tout ce qui se passe sur la glace en anglais? Alors, c'est vrai que ma première année, j'étais un peu perdue parce que j'avais pas l'anglais, j'avais pas ce qu'il fallait pour les cours. Les profs, des fois, ils oublient que nous, on est français et on comprend pas vraiment ce que eux ils disent, mais eux, ils doivent quand même faire leurs cours et nous faire apprendre ce que nous, on doit apprendre durant le cours. Sauf que moi, ça allait tellement vite que je comprenais pas et c'est vrai que j'étais vraiment perdue. Mais en partant aussi jeune que moi je suis partie, en fait, ils font des classes spéciales pour les étrangers qu'ils apprennent l'anglais. Et du coup, ça consiste à apprendre les bases d'anglais qu'on n'apprend pas forcément en France. Donc, dans nos classes, il y a des Français, des Espagnols, il y a un peu de tout. Et c'est vrai que je pense que ces classes et la high school m'ont vraiment aidé parce que quand on arrive à l'université, c'est vraiment études et sport et ils nous apprennent pas l'anglais parce que c'est vraiment le niveau où après c'est pendant le bac et après le bac c'est vraiment le niveau où il faut apprendre des choses et les faire pour après la vie après l'université. Et faut vraiment quand on arrive à l'université en fait faut vraiment bien connaître l'anglais pour pouvoir suivre nos classes, réussir nos examens et pour qu'on valide nos diplômes en fin de carrière université, ce qui est en 4 ou 5 ans. Donc je pense que niveau langue, je suis pratiquement bilingue en ce moment même, donc je pense que partir très jeune m'a vraiment aidé à apprendre l'anglais et la culture américaine avant l'université. Ok. Effectivement, il y avait aussi il y a quelque chose qui me vient maintenant, mais le côté études et sport, mais je crois qu'au Canada, Marion, c'est la même chose. Il faut avoir validé ses examens ou ses cours pour pouvoir jouer. Ouais, exactement. Il y a un nombre de crédits à valider par session. Donc, nous, au Canada, c'était la session d'hiver, donc de septembre à décembre, et la session de janvier à avril. Donc, il fallait valider tant de crédits pour pouvoir ensuite pouvoir jouer au hockey, en fait. Donc, C'est ça, Chloé, hein? Nous, c'est un peu différent. C'est par rapport à la note globale. Ça s'appelle un GPA, un GPA. Et en fait, si on a moins, le GPA médium, c'est à peu près 3.0. Et nous, c'est le NCAA, tout ce qui est ces trucs de hockey, ils disent que c'est 2.6. Si tu es moins de 2.6, tu ne peux pas jouer dans la ligue. Donc, voilà. Donc là, on rentre dans du technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, le Canada ou les États-Unis fonctionnent à peu près de la même façon. C'est-à-dire que l'école est liée au sport et à l'université, l'école est liée au hockey et que il faut s'assurer d'avoir des bonnes notes pour faire un raccourci, pour pouvoir jouer et pour pouvoir des fois même s'entraîner. Toi, Marion, dans ta présentation, tu parlais que tu avais loupé un test d'anglais. oui. Donc, sans revenir sur le fait de l'avoir loupé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce test d'anglais? C'est ça, en fait. Donc, j'avais une proposition pour aller jouer en université américaine et moi, c'est vrai que le délai il était court. Donc, j'ai fait en un mois
il a fallu que je me familiarise avec l'épreuve déjà, donc une épreuve de 4 heures pour passer le TOEFL. Donc, c'est évalué sur compréhension orale, écrite. Je ne sais même plus ce qu'il y avait, le reste. Mais il faut obtenir un certain score, Certaines notes, ouais. voilà, une certaine note pour ensuite intégrer l'université. Donc, je crois qu'il y a aussi une différence en fonction des universités, si je me trompe même. Mais en fonction des universités qui demandent plus ou moins au niveau du score. Voilà. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire de test donc pour aller au Canada, mais même si c'était en français, il y avait quand même une adaptation à faire au niveau du québécois, se familiariser avec les expressions. Donc, moi aussi, je ne comprenais pas tout au départ quand je suis arrivée. J'ai mis un peu de temps vraiment à me familiariser. Et puis, je ne sais pas si je peux parler au niveau des démarches. Oui. Au niveau scolaire, ça marche avec une demande d'admission, donc en fonction du programme qu'on veut faire. Là aussi, il y a une cote en fonction de la moyenne qu'on a obtenue au bac, si on a passé le bac en France, ou si on a avant fait le cégep, donc l'équivalence du lycée chez nous. Donc, si on a obtenu un DEC, en fonction des moyennes, on peut intégrer certains programmes ou non ensuite à l'université. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, sinon, je pense que Chloé n'a pas parlé, mais sinon, pour déjà intégrer le pays, il y a également des démarches, des obligations à faire. Donc, pour aller au Québec, c'est notamment de faire une demande de certificat d'acceptation pour d'aller sur le territoire du Québec, et aussi une demande de permis d'études, en fait, pour pouvoir étudier et rester sur le territoire, pour vivre dans le pays. Voilà. Effectivement, merci Marion de ces précisions-là. Toi, Chloé, est-ce que tu peux déterminer les plus grands tests? Donc Marion a parlé du TOEFL. Est-ce qu'il y a d'autres tests importants, voilà, très brièvement, pour entrer en université américaine? Oui, c'est un peu plus technique parce qu'eux, ils appellent tous les tests par des lettres. Ouais. Du coup, pour les étrangers, il y a le TOEFL, comme Marion l'a dit. Après, il y a le SAT et le ACT. Donc ça, c'est des tests qui sont vraiment pour voir le niveau scolaire. C'est tout ce qui est sciences, maths. Des fois, ils font des langues pour ceux qui ont appris une autre langue. C'est vraiment tout ce qui est basique, vocabulaire anglais, sciences, maths, et tout ce qui est oral, vocabulaire. Même pour les Américains, il faut qu'ils le passent. Après, comme Marion l'a dit, il y a des universités qui ne demandent pas les tests. Mais par exemple, moi, mon université, c'est une des top 10. Du coup, ils ont demandé tous les tests et tous les résultats. Alors moi, j'ai passé le TOEFL et le SAT, mais je n'ai pas fait le ACT parce que c'était similaire, et puisque je suis étrangère, il fallait juste un des 2 tests. Ok. Du coup, j'ai fait juste les 2 tests, mais voilà. Ok. Non, mais c'est ça. Donc, effectivement, tu as raison, on rentre dans des termes techniques, mais c'est quand même important de l'avoir déjà entendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un moyen pour les universités de contrôler un niveau global de compréhension, et surtout pour les étrangers qui veulent venir dans le pays. Et en plus de ça, Marion aussi a parlé des démarches, on va dire, administratives, de visa, de permis d'études, et ça, entre le Canada et les États-Unis, c'est à peu près similaire. Voilà, hein, vous avez peut-être aussi entendu parler en ce moment des fermetures des frontières, où là, aujourd'hui, on ne parle même plus de ça, mais en temps normal, en temps où les frontières sont ouvertes, effectivement, il faut quand même demander une autorisation, mais ça là-dessus, c'est des choses qu'il faut penser et qui sont obligatoires, et effectivement, si on ne l'a pas, ce n'est pas possible de rentrer dans le pays. Et puis maintenant qu'on a parlé des tests, donc on pourrait préciser, mais l'objectif, c'était surtout de dire, voilà, qu'est-ce qui est important et quels tests existent.
Maintenant, sur le côté, c'est vrai qu'en lisant vos questions, il y a beaucoup de questions sur est-ce que c'est dur de partir par rapport à la famille, par rapport à l'environnement qu'on va découvrir. Et effectivement, l'expérience de Marion et Chloé peuvent vous donner quelques réponses là-dessus. Euh, donc la même chose. Marion, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'accompagnement que tu as eu de ta famille? Et puis, quand je dis l'accompagnement, c'est pour le départ, mais aussi une fois que tu étais sur place. Non, ben, c'est sûr que moi, en plus, c'était un contexte, mon départ, ça a été un peu un contexte particulier parce que je suis vraiment partie en milieu d'année. Donc, j'ai pris, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris une décision en 15 jours de quitter la France pour aller rejoindre le Canada. Je ne savais pas du tout, moi au départ, voilà, je savais que c'était une équipe universitaire, mais je ne connaissais pas du tout le championnat. Donc, je me suis vraiment lancée et puis j'ai vraiment eu le soutien de ma famille qui m'ont vraiment encouragée dans mon projet sportif à me dire bah, vas-y, lance-toi, tu verras bien. Puis c'est vrai que les premiers contacts avec la coach à Montréal ou même la personne chez qui j'ai logé la première année, je me rappelle, qui m'a envoyé un mail en me disant bah, de quelle couleur tu veux qu'on repeigne ta chambre. Puis ça, c'est des petites choses, mais qui m'ont mis tout de suite à l'aise et je me suis dit, OK, où je m'en vais, ça a l'air vraiment bien. Donc, c'est sûr que ça a été finalement mes années, ça a été à l'image de ce premier contact. Puis tout au long des années, c'est sûr que il y a des moments un peu plus difficiles. Peut-être un week-end où je me disais, c'est vrai que ce week-end-là, je rentrerai bien chez moi, mais c'est pas la porte à côté. Donc, on fait avec. Voilà, on a de famille enfin moi, ma famille qui suivait mes matchs, les résultats, voilà comment j'évoluais à l'étranger. Puis je pense que ça, voilà, ça faisait du bien. Puis après, la saison, elle est tellement complète en termes entre le scolaire, les matchs le week-end et les entraînements, ça passe quand même vite. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Et puis après, on s'attache aussi aux gens qu'on rencontre là-bas. Hein. Voilà, c'est comme une deuxième famille, si je peux dire, qu'on se crée voilà, dans un autre pays. Et puis, même là, une fois après mes 6 ans au Canada, c'était pour moi difficile de partir parce que finalement, je m'étais habituée à la vie canadienne. Donc, quand je suis partie en Suède, ça a été de me réadapter à, encore une fois, une nouvelle culture et puis à une nouvelle équipe. Et là encore, après 2 ans, je me suis bien intégrée. Et puis, j'ai que des bons souvenirs de mes années au Canada et puis maintenant mon expérience en Suède. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut préciser, Marion, s'il te plaît, pour être. Parce que ça m'a fait tilt quand tu as dit qu'on ne pouvait pas rentrer le week-end. Ouais. C'est combien d'heures d'avion entre la France et le Canada? 7 heures à l'aller, 6 heures au retour. Donc, effectivement, puis une fois qu'on est en France, à Paris, on n'est pas rentré chez soi. Donc, effectivement, c'est en fonction de là où on habite en France. Il y a le décalage horaire aussi. Et le décalage horaire. Voilà, une fois qu'on est là-bas, peut-être qu'on rentre une fois ou deux dans l'année et c'est tout, quoi. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Noël et fin de saison, enfin après l'année scolaire. Et toi, Chloé, quel est ton avis sur effectivement tout le soutien que tu as pu avoir à distance et sur place? Alors, c'est vrai que très jeune, c'était dur de partir et au début, donc, mon université m'ont demandé de venir, mais je voulais pas parce que j'allais toute seule là-bas, j'avais trop peur, j'étais trop jeune. Mais ma sœur jumelle est partie avec moi, ce qui m'a vraiment aidée à passer le cap entre ne pas être avec ma famille. Ma famille nous a aidés à faire tout ce qui est visa, tout ce qui est appeler les coachs pour aller en anglais, tout ce qui est papier, ils nous ont tout aidé parce que c'est vrai qu'on était vraiment jeunes et je savais pas ce que c'était un visa.
Du coup, ils nous ont vraiment aidés à tout faire. Et quand on a fini tous les papiers, je me suis dit que ça y est, j'allais partir la semaine prochaine. Je partais avec ma soeur jumelle aux États-Unis et c'était tout. Mais c'est vrai que le fait que mes parents et même mon frère nous ont aidés à passer le cap, ça m'a vraiment dit qu'ils étaient motivés pour nous et qu'ils voulaient vraiment qu'on parte. Après, tout au long de l'année, ils nous ont suivis, ils nous ont appelés tous les week-ends. Ils nous ont pas lâchés sans une semaine, ils nous ont pas texté. Mais c'est vrai que oui, tout ce qui est financièrement, papier, tout ce qui est se sentir bien là-bas, c'est nos parents nous ont aidés tout au long des 4 années qu'on était ensemble au Vermont. Après la première année, on s'est fait des amis, mais pas trop rapidement parce que on parlait pas trop, on était timide, on savait pas trop ce qu'on faisait là-bas. On jouait au foot, on savait même pas jouer au foot. Mais c'est vrai que déjà le fait de jouer au hockey, j'avais toute une équipe de hockey derrière moi qui nous ont bien accueillis. Les coachs de hockey, ils nous ont bien aidés. J'ai eu la chance d'avoir 2 Françaises québécoises avec moi ma première année. Donc ça m'a aussi bien aidé. Après, j'ai le coach des garçons, je le connaissais vraiment bien et du coup, on était bien attachés. Ils nous ont tout ce qu'on avait besoin, ils nous le donnaient. On avait vraiment du support et c'est vrai qu'après ma première année, j'avais déjà du mal à rentrer en France. J'étais vraiment bien attachée à la culture, à mes amis. Donc voilà, je pense que ça a pris une année à s'intégrer et à bien parler anglais et à me dire que ma décision était vraiment. J'avais bien fait de prendre cette décision et que voilà. Ok. Et justement, sur le côté vraiment euh, intégration, intégration dans l'équipe, c'est quoi la différence, Chloé, entre la France et les États-Unis? Euh, Tu peux prendre un exemple de la vie ou de vraiment l'entraînement? euh, je pense que la différence, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble aux États-Unis qu'en France parce que c'est Quand vrai tu que dis ensemble, c'est quoi? euh, En équipe? en équipe et aussi on se voit autour du campus, on se voit plus que si j'étais en France. D'accord. Euh, mais c'est vrai que puisqu'on a 3 sports, en fait la première saison j'ai joué au foot, mais on a déjà commencé tout ce qui était team bonding, meeting et tout pour le hockey. Donc Team c'est vrai que building, c'est quoi? team bonding ou team building, C'est quoi? c'est tout ce qui est travail d'équipe, on fait des activités en équipe, tout ce qui Activité est d'équipe. Ouais. activité d'équipe, se connaître un peu plus, se rassembler un soir pour regarder un film ou tout ce qui est trucs en équipe. Ok. Et toi, Marion, tu as ressenti la même chose? Ouais, non, je me reconnais, je suis complètement d'accord avec ce que Chloé dit. Puis en plus, bah, c'est vrai que le sport universitaire, c'est aussi, oui, avec les filles du hockey, mais c'est aussi avec les autres sports, parce qu'on s'entraîne dans la même salle enfin, nous au Canada, je ne sais pas Chloé, mais c'était, voilà, on s'entraînait dans la même salle que les autres sports. Donc c'est sûr qu'il y a, voilà, il y a des liens qui se créent avec les autres sports aussi. Puis non, il y a beaucoup d'échanges et c'est vrai que ben, on passe beaucoup de temps ensemble durant ces années. Ouais. Je suis... D'accord. Et sur le côté purement, purement hockey, qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que c'est le fait que enfin, l'adversité des matchs était plus importante, le niveau des joueuses à l'entraînement et donc du coup le fait de rassembler ces niveaux de joueuses fait que l'exigence est plus importante. Parce que là, on a traité le côté environnement, on va dire environnement social, le fait que effectivement le fait de vivre ensemble, d'être d'une équipe de hockey à l'intérieur d'une université. Puis je suis certain que les joueuses qui nous écoutent ont vu aussi des films ou des séries sur la vie aux États-Unis ou au Canada. Mais maintenant, d'un point de vue du hockey, qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Tu veux y aller, Vas-y, Marie? vas-y, vas-y.
Je pense que niveau hockey, c'est... Alors moi, en high school, j'avais un peu plus de problèmes parce que le niveau, c'est vrai que c'était pas le niveau que je voulais, c'était un peu plus faible. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrivait aux pratiques, c'était ce soir on va faire ci, on va faire ça, et si tu veux pas t'entraîner, ne viens même pas. Les coachs, ils sont vraiment stricts à propos de ça. Si tu veux pas t'entraîner, tu nous envoies un message, tu nous le dis, mais nous ce soir on s'entraîne et on va tout donner. C'est vrai qu'aux États-Unis, je pense que les pratiques sont un peu plus compétitives qu'en France, que moi j'avais eu avec les garçons. Je pense qu'avec les garçons, chacun avait sa place dans l'équipe et il n'y avait pas de problème. Donc, si ce soir, j'ai pas envie de m'entraîner, je m'entraîne à 50%. Et puis voilà, je vais quand même jouer ce week-end. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a 2-3 joueuses qui se font engueuler parce qu'elles ne s'entraînent pas bien le soir, elles ne s'entraînent pas à 100%. Et elles râlent parce qu'elles ne jouent pas le week-end. Mais c'est vraiment en début d'année, les coachs, ils sont clairs avec nous. C'est si tu veux pas t'entraîner ou si tu veux pas être bon à l'école, tu ne joueras pas les matchs. Et je pense que c'est vraiment ça la différence avec la France, Ok. que c'est ça. Et toi, tu as réussi à... Tu étais déjà dans cet état d'esprit-là ou c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure? C'est quelque chose que j'ai découvert parce que je suis arrivée là-bas et je me suis dit, ah, bah, je vais apprendre l'anglais, même si je ne suis pas très bonne à l'école ma première année, c'est pas très grave. Tu sais, j'ai encore 3 ans Mhm. pour m'améliorer, mais c'est vrai que si j'avais pas des bonnes notes, même ma première année, j'allais pas jouer les week-ends et voilà. Et un peu plus niveau hockey, je pense, on avait une petite équipe une année, du coup, on était obligé de jouer. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été vraiment compétitive sur la glace et si les entraînements ils sont pas trop compétitifs, c'est vrai que ça m'énerve un peu, mais au fil des années, je pense que j'ai découvert le niveau des entraînements. Il faut que ça soit le niveau des matchs. Il faut qu'on s'entraîne comme si on jouait le week-end. Ok. Donc voilà, j'ai bien appris ça. Et toi, Marion? Ouais, moi aussi, j'ai vraiment découvert une façon de s'entraîner quand je suis arrivée au Canada. C'est sûr que le niveau des joueuses était élevé, donc ça faisait des entraînements vraiment intenses. Puis même par la suite, quand j'ai intégré les Canadiennes, Mhm. j'ai mis du temps je me rappelle le premier mois à vraiment m'adapter à la vitesse des joueuses. Et mes premiers entraînements, je sortais, j'étais lessivée tellement le niveau de jeu était élevé. Donc, puis de voir voilà, des athlètes canadiennes qui sont sur l'équipe canadienne s'entraîner. Voilà, j'ai vu voilà, comment elles s'entraînaient et ce que ça prenait pour être au haut niveau. Donc, voilà, je peux rajouter par rapport à ce que Chloé disait. Moi, c'est ça que j'ai retenu de mes années au Canada. Ok, super. En plus, ça fait un lien tout trouvé avec le prochain thème qui est plutôt le niveau de jeu des ligues dans lesquelles vous jouez, où vous avez joué. Effectivement, le niveau universitaire, mais toutes les meilleures joueuses du monde passent par le niveau universitaire pour ensuite aller dans d'autres ligues, dans la ligue canadienne qui n'existe plus, mais en tout cas, ça va évoluer, puis je suis certain qu'il va y avoir quelque chose qui va se créer dans le futur, mais en tout cas dans la ligue américaine qui est au-dessus de l'université. Chloé, la question suivante, c'est ça, c'est quel est le niveau, comment tu t'expliquerais le niveau de ta ligue? Euh, alors moi, souvent, ils comparent notre ligue à la Ligue nationale U18. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueuses de 20 ans qui jouent en NCAA, qui sont en équipe nationale U18. Donc Euh, équipe canadienne et américaine? oui, canadienne, américaine, suisse, Suède, il y a République tchèque. C'est vraiment tout ce qui est... Souvent, les internationales, elles sont souvent dans leur club, dans leur pays, et elles veulent souvent venir jouer aux États-Unis. Et c'est vrai que moi, ma première année, j'ai vu ça. J'ai joué contre des équipes. Il y avait, par exemple, l'équipe du Maine que je joue, il y a au moins 10 filles qui viennent
République tchèque et qui joue en équipe nationale. Dans mon équipe, il doit y avoir 4 ou 5 nationales. Donc, je pense que c'est ça se compare vraiment à l'équipe nationale U18 et un petit peu senior, mais beaucoup plus U18. Ok. Et toi, Marion, maintenant, entre l'université canadienne, l'université américaine, parce que tu sais aussi ce que c'est, et puis la ligue professionnelle dans laquelle tu as joué, c'est quoi les différences? C'est sûr que la Ligue canadienne, là, il y a déjà des différences en fonction des provinces. Voilà, en termes d'équipe et de niveau, c'est pas le même. Mhm. Au Québec, là, encore là, ces dernières années, ça a changé. Le niveau, il est un peu plus homogène, on va dire, entre les équipes. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque où j'y étais, il y avait, voilà, on avait trois bonnes équipes et deux un peu en dessous, mais ça reste que voilà, il y a des joueuses quand même qui, ont, qui intègrent enfin, l'équipe canadienne U18, U22 par la suite. Donc, c'est un bon championnat. Puis après, la Ligue canadienne où j'ai évolué, là, c'était directement des joueuses donc après universitaires, D'accord. des joueuses qui avaient terminé leur carrière universitaire, donc qui étaient sur l'équipe nationale ou non. Mais là, c'était des joueuses qui travaillaient en plus en parallèle. Donc, les entraînements, ils étaient tard le soir. Mais oui, le niveau était très relevé. C'est un peu le même niveau que la NWHL maintenant aux États-Unis aussi. Donc, pour expliquer un peu, voilà, qu'il y a deux ligues. Mhm. Et puis, maintenant en Suède, pareil, voilà, c'est un championnat où il y a les meilleures joueuses européennes qui évoluent avec 10 équipes. Voilà, c'est un championnat qui est très, très intense et très resserré. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Voilà, si je peux. Ouais, c'est très bien. Euh, Si on veut essayer de faire un schéma euh, pour bien comprendre effectivement le niveau de jeu où joue Chloé, c'est un niveau de jeu où passent toutes les jeunes joueuses internationales, toutes les meilleures jeunes joueuses internationales, ou en tout cas une grosse partie. Puisqu'on voit qu'aux États-Unis, maintenant, ça s'ouvre quand même de plus en plus à l'Europe. Donc, tu as parlé de la République tchèque, de la Suède, mais on voit de plus en plus les meilleures joueuses suisses arriver, les meilleures joueuses autrichiennes arriver, danoises, norvégiennes. Et ensuite, derrière, il y a soit la Ligue canadienne qui n'existe plus, là, où Marion a joué, ou une ligue équivalente aux États-Unis. Ou alors, ensuite, c'est revenir en Europe comme Marion a décidé de faire. Et aujourd'hui, en Europe, qu'est-ce que tu dirais du niveau de la ligue suédoise? C'est une des meilleures ligues en Europe. Voilà, il y a la Russie que personne n'est encore allé en tant que Française. Donc, mais on sait que le niveau est très intéressant également. Puis là, maintenant, on a des joueuses aussi en Finlande, de plus en plus. Donc, voilà, un championnat aussi, un bon championnat aussi. Et puis, voilà. Mais à l'heure actuelle, effectivement, pour toi, c'est la Suède le meilleur championnat européen. Oui, un des meilleurs, oui. Avec la Russie. OK. Euh, et comment se passe le recrutement, Chloé, en termes d'université? C'est un peu compliqué parce que il y a des règles de ligue qui disent que les coachs, ils ont pas le droit de te contacter avant la 3e année en high school. Et les joueuses ont également pas le droit de contacter les coachs avant la 2e année en high school, il me semble. Donc, c'est un peu compliqué, mais par exemple, moi, je suis passée par l'université qu'ils ont contacté mon coach français et mon coach français m'a contacté, ce que ça, c'est bon. Mais c'est vrai qu'en fait, avant de se faire recruter, il faut vraiment
tout donner, il faut faire en sorte que l'université, ils te regardent, ils t'aiment, et puis après, voilà. Quand Ok. ils peuvent te Et contacter. concrètement, c'est quoi le meilleur moyen de se faire repérer selon toi? Euh, alors moi, je suis pas passée par cela, mais déjà être en équipe de France, c'est une bonne chose parce que on a des mondiaux un peu partout. Mhm. Et les coachs universitaires, ils vont vraiment à presque tous les mondiaux de chaque année. Ok. Après, il y a des camps qui sont mis en place pendant l'été un peu partout. Par exemple, moi, j'en connais un bon qui est en Suède, c'est le CHS ou un truc Mhm. comme ça. C'est en Suède et toutes les jeunes joueuses vont en Suède, ils font le stage et en fait, il y a à peu près 10 coachs universitaires qui y vont, qui coachent les jeunes, mais aussi qui recrutent et qui repèrent très jeunes. Ok. Et ensuite, souvent, ils contactent le coach de ton équipe nationale Mhm. et souvent, ils en parlent aux joueuses et aux familles. Et puis après, on voit. Ok. Et toi, Marion, le recrutement, plutôt maintenant sur la partie semi-professionnelle, en Europe, comment ça se passe? Bah là, c'est pareil, c'est les coachs qui font voilà, le repérage et qui peuvent te contacter, ou alors ça peut être une démarche individuelle de contacter les clubs directement. D'accord. Ensuite, voilà, soit ils connaissent un peu la joueuse, ou alors ils demandent à peut-être voir des vidéos, et voilà, il y a un contact qui se fait, puis en fonction de ça, ils proposent un contrat ou non. Et puis, c'est sûr que si tu évolues déjà dans la ligue, après, il y a peut-être d'autres clubs qui peuvent te recruter, voilà, s'ils ont eu la chance de te voir jouer. Donc, puis je sais qu'ils se déplacent aussi sur les championnats du monde. Voilà, il y a des entraîneurs qui se déplacent également. Donc, c'est un bon moyen de se faire voir aussi, comme l'a dit Chloé. D'accord. Donc effectivement, c'est quand même un milieu, comment dire, où la visibilité, le niveau international, le fait de jouer en équipe de France, c'est un milieu où la visibilité est quand même importante. Euh, donc ça, c'est sûr. Et puis après, comme a dit Chloé, il y a quelques règles spécifiques suivant les pays euh, pour être contacté, recruté, pour parler. C'est vrai que les États-Unis sont un peu spécifiques par rapport à ça. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de savoir que la visibilité est importante. Et puis surtout, moi, je dirais maintenant, en tant qu'entraîneur, le conseil que je peux donner, c'est surtout le développement que vous avez dans votre club. Euh, Parce qu'à un moment donné, c'est tout le travail que vous faites plus jeune qui peut vous aider à non seulement évoluer en équipe nationale, mais aussi être recruté. Euh, on n'a pas abordé l'aspect financier de ce que ça coûte. Donc c'est vrai qu'en étant plus jeune, on pense peut-être pas à ça. Mais quel est l'avantage, Chloé, qu'on peut avoir en, en allant aux États-Unis et potentiellement au Canada? Hum, Avantage financier qu'on peut avoir. c'est vrai que les universités ici, on ne peut pas comparer à la France, c'est vraiment cher. Par exemple, moi, mon école, c'est 50 ou 70 000 l'année. Mais après, en faisant du sport et en se faisant recruter par l'université, souvent, ils t'offrent des bourses. Et ça peut être bourse complète comme bourse trois quarts ou. Mhm. Hum, mais ouais, après, il y a des bourses. On peut faire des. Si tu es vraiment bon à l'école, tu peux avoir une double bourse. Hum, donc, tout dépend, mais les bourses, ça aide vraiment. Et voilà, ça peut être études ou sport, il y a les deux. Mhm. Voilà. Je sais pas, Non, c'est ça. Ouais. je Au sais pas Canada, quoi C'est rajouter. pareil. au Canada, c'est le C'est même système. ouais, c'est juste que la scolarité est moins chère. C'est vrai que des fois, ça peut faire peur de partir aussi parce qu'on se dit, bah voilà, ça coûte combien, ça va nous revenir à combien. Donc ça, c'est un élément euh, qu'on ne traitera pas là. Mais l'idée, c'était plutôt de dire que
le Canada ou les États-Unis permettent aussi d'avoir des aides, des bourses pour pouvoir mener un projet scolaire et sportif. Donc effectivement, on a bien, on a essayé de bien découper un départ à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les pièges? La langue, l'anglais, c'est important. L'environnement autour de vous, c'est important. Quel conseil, Marion et Chloé, vous, maintenant, avec le recul que vous avez, vous donneriez? Quel conseil prioritaire vous donneriez, vous, pour préparer ou pour partir à l'étranger? Moi, je dirais vraiment d'être prête à partir. De savoir dans quel environnement on va également, de connaître la structure, c'est quoi les possibilités scolaires, le nombre d'entraînement, l'ensemble de l'encadrement, je trouve que c'est vraiment important. Avec le temps, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante, de savoir dans quel environnement je vais. Et puis, c'est sûr que ça prend un temps d'adaptation, le temps d'arriver. Mais après, c'est une expérience vraiment, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, enrichissante. Et c'est des bons moments. Et d'avoir pu vivre ça, moi, je trouve que c'est vraiment un plus. Donc, moi, je vous dis, lancez-vous. Enfin, si vous avez l'opportunité, lancez-vous. Et puis voilà. Ouais, Merci moi, Marion. Et toi, Chloé? sur ce que Marion a dit, je pense lancez-vous, c'est un des plus gros conseils qu'on peut dire, c'est lancez-vous et surtout n'ayez pas peur et allez-y, quoi. Savez ce que vous voulez en long terme et allez-y. Et le chemin, il va pas être tout droit, mais je pense que si vous voulez vraiment aller où vous voulez aller, vous allez-y, quoi. C'est vrai que des fois, ça fait peur. On parle de papier, on parle de finances et tout, mais je pense que toutes vos familles vont vous supporter et n'ayez pas peur, quoi. L'expérience, quand j'y repense, l'expérience, elle est géniale et j'ai même plus envie de rentrer, quoi. Donc voilà. Ça marche. Non, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages et puis vos conseils. Qu'est-ce que je peux dire pour terminer? C'est aussi que forcément, le choix que vous avez fait, vous deux, mais également d'autres joueuses de l'équipe de France, ça a servi les résultats de l'équipe de France. Donc, ça vous a servi vous, mais ça a aussi servi les résultats de l'équipe de France. Forcément, Marion, si maintenant je prends la casquette d'entraîneur de l'équipe de France, dans ta génération, tu as été une des premières à partir. Et l'année prochaine, il y aura 18 joueuses françaises de l'équipe senior qui évolueront à l'étranger. Donc forcément, je pense que ça donne aussi envie à d'autres joueuses de partir. Et j'espère que le témoignage de Marion et Laure, ça va vous donner envie à vous toutes qui nous écoutez de partir. Alors peut-être pas tout de suite, mais de garder ça dans un coin de la tête et puis d'être accompagné par vos familles là-dessus. Et puis sachez que la fédération aussi peut être une aide et vos entraîneurs de club aussi, parce que regardez l'exemple de Chloé, c'est aussi grâce à ça. Donc servez-vous un petit peu de toute l'aide que vous avez autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à poser les questions. Et on sera à même de répondre. Donc aujourd'hui, sur le site de la fédération, c'est facile de trouver les contacts. Est-ce que vous, Marion et Chloé, aussi, vous restez disponibles si jamais il y a des joueuses qui souhaitent vous contacter? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il n'y a aucun problème. Sur les réseaux sociaux, on peut vous trouver? Oui. Je ne suis pas très active, mais on devrait me trouver, je pense. Ok, ça marche. Mais en tout cas,
Une nouvelle fois, merci à vous, merci de vos témoignages. Les webinaires vont continuer. Et en tout cas, moi j'ai terminé pour ma mission et c'est une autre personne du staff qui va prendre le relais, une autre personne importante dans le staff, puisque c'est Jérôme Pérez, le préparateur physique, qui va prendre le relais et qui va aborder des thématiques liées au bien-être, à l'utilisation du corps, à la nutrition, puisque c'est également des éléments très importants de la performance. Donc, je vous encourage à suivre ces webinaires-là. Et puis, encore une fois, merci. On va terminer là-dessus parce que je n'ai pas eu de questions. Donc, je pense que c'est parce qu'on a été précis. Mais bonne fin de journée, bonne soirée et puis à très bientôt. Merci tout le monde.